Dénoncer la conspiration des industriels du tabac, c'est ce qu'a fait Robert Proctor, professeur d'histoire des sciences à l'université de Stanford aux États-Unis, en publiant il y a 2 ans un livre au titre provocateur qui sort aujourd'hui en France aux éditions des Équateurs, Golden Holocaust. Voilà, et pour en parler, on accueille le professeur Gérard Dubois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de santé publique, président de la commission addiction de l'Académie de médecine et président d'honneur de l'Alliance contre le tabac. Vous aviez vous-même écrit un livre sur ce sujet en 2003, Le rideau de fumée, c'est paru au Seuil. Alors, le titre quand même de Golden Holocaust, est-ce que c'est pas un petit peu fort pour parler de cette conspiration des industriels du tabac? Alors, il faut savoir que le terme holocauste en anglais n'a pas la même connotation très vive chez nous depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut plutôt l'entendre en massacre de masse que finalement le meurtre systématique des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il faut savoir que lors d'une campagne qui s'appelait Truth Vérité en Floride, un spot avait servi à élire le pire criminel du XXe siècle. Et dans la salle, il y avait Staline et Hitler. Et c'est le président de l'industrie du tabac qui a été élu. Alors, on peut éventuellement se poser des questions, et l'industrie du tabac est montée au créneau, mais les organisateurs de cette campagne avaient pris contact avec toutes les associations juives de Floride qui avaient accepté tout à fait de faire cette comparaison. Donc ça donne un petit peu l'idée de la façon dont l'industrie du tabac peut être aujourd'hui considérée. Mais en fait, c'est un meurtre de masse systématique, volontaire, réalisé par l'industrie du tabac. Ça pourrait être un meurtre de masse, 6 millions de morts. 6 millions de morts par an dans le monde à cause du tabac. C'est toujours compliqué de concrétiser des chiffres. En France, c'est à peu près 75 000 morts par an. 73 000, oui. Bon, 200 par jour. Voilà, pour ceux qui vont au Stade de France, c'est un Stade de France, hein, pratiquement. Et 6 millions, c'est quoi? C'est combien d'Airbus? Alors, tout ce qui ne tient pas dans le champ de vision n'existe pas pour notre petit cerveau, donc il faut le ramener à une dimension. Donc, si on divise par le nombre de jours et qu'on essaye de donner une idée, c'est 32 Airbus A380, le gros, à 500 places, qui s'écrasent tous les jours. Alors, il faut savoir qu'on ne tient pas une semaine, puisqu'il n'y a pas suffisamment d'Airbus A380 pour tenir une semaine à raison de 30 écrasements par jour. Donc, on tient 4-5 jours au plus. Ça donne vraiment une idée de cette dimension. Et rien que pour l'Europe, c'est 4 Airbus A380, donc l'Union européenne. Et en France, c'est 200 par jour. Donc là, on voit un peu mieux. Et tous les jours, 200 morts dus au tabac en France. Donc c'est sans commune mesure, avec aucune autre cause de décès. C'est la cause majeure des décès et c'est la première cause évitable de décès dans le monde, pas seulement dans les pays développés. Alors justement, si on essaie de comprendre cette charge énorme contre les industriels du tabac, c'est pas uniquement qu'ils ont produit ces cigarettes, ils ont fait pire pratiquement. C'est qu'ils ont nié et ils ont caché, c'est ça? Ils savaient tout, ils l'ont caché. Ils ont caché que la cigarette était dangereuse pour la santé, puis ils l'ont nié. Ils ont monté d'ailleurs des systèmes de désinformation. Ils ont caché, puis nié que la nicotine était une drogue. Ils disent eux-mêmes que c'est une drogue dure et ils l'apparentent à la cocaïne. Non seulement ça, mais ils ont manipulé chimiquement et même génétiquement les plants de tabac pour augmenter la dépendance de leurs consommateurs. Ensuite, quand on leur dit « vous avez visé les enfants », non, jamais. Et les documents montrent que les 14-24 ans sont l'avenir de notre business. Donc vos enfants, nos enfants sont l'avenir de leur business. Parce que vu le nombre de morts, il faut bien qu'ils renouvellent leur cheptel. Parce qu'ils n'ont pas de grande considération pour leurs consommateurs, ils les méprisent. Et donc, ils vont cibler systématiquement. C'est eux qui organisent la contrebande au plus haut niveau, directement avec les mafias internationales, qu'elles soient italiennes, chinoises et ailleurs. Donc, c'est vraiment les grands organisateurs de la contrebande. Et pour aller au bout des choses, cette industrie a été condamnée en 1998 aux États-Unis à rendre publique la totalité de ses documents internes. C'est pour ça qu'on peut les étudier. Condamnée à 202 milliards de dollars de compensation. Et en France, c'est très peu connu, mais en 2006, sur plainte du gouvernement américain, donc le ministre de la Justice s'est retourné contre l'industrie du tabac sur son territoire, plus précisément Philip Morris et R.J. Reynolds, sur la base de la loi anti-mafia. Donc c'est quelque chose de sérieux. Et ils ont été condamnés sur la base de la loi anti-mafia. Et pourquoi cette base de loi anti-mafia? C'est non seulement condamner ce qui a été fait, mais empêcher la récidive et que les choses ne se renouvellent pas. Ils ont acheté des scientifiques pour maintenir le doute en permanence. Alors, justement, vous parlez de désinformation. Pour désinformer, il faut quand même des relais.
Hein, c'est pas l'industrie du tabac qui va publier... Instiller le doute en permanence. Bon, ça veut dire qu'ils ont acheté... Il y a de la corruption au niveau politique, qu'il y a de la corruption chez les scientifiques, parce qu'on ne voit pas un scientifique, pas un médecin digne de ce nom qui puisse défendre le tabac, et pourtant ça se fait. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens qui... Alors, je dirais que c'était vrai dans les années 60, 70, 80 et encore 90, et notamment il y avait un grand organisateur qui était un toxicologue de renommée internationale, Ragnar Highlander, on peut donner son nom, parce qu'il était condamné en Suisse pour fraude scientifique sans précédent. C'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, il s'était retourné contre ceux qui avaient publié les documents internes de l'industrie. Et c'est lui qui a été condamné pour fraude scientifique sans précédent. C'était un système ultra organisé qui consistait finalement même à financer des recherches. Et certains ont fait des recherches, je dirais, en toute bonne foi. Mais systématiquement, les résultats qui étaient défavorables à l'industrie du tabac n'étaient pas publiés. Et voire même, on détruisait... on a la preuve d'une destruction complète d'un laboratoire, notamment où les animaux ont disparu au cours de la nuit. Donc, on supprime toutes les informations négatives. Et puis, vous avez, sur le tabagisme passif, il y a eu le même phénomène où des gens étaient un peu incrédules, plutôt des toxicologues d'ailleurs, de bonne foi, mais certains payés, rémunérés. Mais finalement, je dirais, ça a ralenti, et c'est finalement un processus de ralentissement que l'industrie du tabac paye et rémunère, mais cette façon d'instiller le doute de manière systématique jusqu'à mettre en doute l'épidémiologie. Mettez en doute les enquêtes épidémiologiques, en prenant d'ailleurs une bonne épidémiologie qui était complètement insensée. Une dernière chose encore, l'auteur fait 10 propositions pour sortir de ce système et réduire évidemment la consommation. En France, dans quel domaine on est encore en retard éventuellement pour réduire la consommation de manière efficace? Alors j'ai l'habitude de dire on a 5 modalités. J'aime bien parce que quand on attaque l'industrie du tabac avec un doigt, on se casse le doigt. Avec 5 doigts, on fait un point, on est déjà un peu plus efficace. L'interdiction de la publicité, maintenant on est bon. Mais il a fallu au moins 10 ans pour obtenir que l'industrie du tabac cesse ses promesses. Elle continue, notamment au travers du cinéma, elle continue dans les débits de tabac, donc il y a encore des portes à fermer. Les avertissements sanitaires vont être augmentés, c'est une bonne chose. L'augmentation des prix, mais l'industrie du tabac fait jamais par elle-même des augmentations des prix dissuasives, donc c'est des augmentations des taxes. Et donc l'augmentation des taxes est un élément important. Et donc apparemment le gouvernement aujourd'hui semble se réveiller un petit peu, mais c'est encore incertain. Mais en tous les cas, on peut dire que pendant 10 ans, on n'a pas eu d'augmentation dissuasive des prix. La protection des non-fumeurs, eh ben, on n'est pas très bon sur les terrasses, on n'est pas très bon à certains endroits, mais il y a quand même un progrès net. L'éducation et l'information, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne campagne attaquant l'industrie ou attaquant le produit. Les campagnes que j'appelle gnangnan pour dire fumer, c'est pas très bon, c'est une perte de temps. On doit vraiment attaquer le produit. Et le dernier, c'est l'aide à l'arrêt du tabac. Alors là, on est nul. Là, on est très mauvais, notamment sur les modalités de prise en charge. Elles sont faites pour ne pas être utilisées, et c'est un grand succès, elles sont très mal utilisées. Donc là, vraiment, il y a quelque chose à réformer sur à la fois les produits et la manière de les prendre en charge. Vous n'êtes pas à la retraite encore, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de boulot. Robert Proctor, donc Golden Holocaust, la conspiration des industriels du tabac, c'est chez Équateur Documents, et on rappelle votre livre. Le rideau de fumée, les méthodes secrètes de l'industrie du tabac, par notre invité Gérard Dubois, et c'est chez Seuil. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci.